Tel est le credo de la plupart des acteurs de communication. C'est le rappel que l'on fait bien souvent aux clients. C'est une dimension qui est finalement enracinée, souvent confinée, en véritable variable d'ajustement. Les acteurs de communication, la communication, est très souvent limitée et rebroussée dans les éléments qui sont la variable d'ajustement lors des crises économiques. Cette crise sans précédent a été marquée par la réduction drastique des budgets communication. On parle vraiment de 70 à 100% des budgets, la réorientation avec une présence qui est finalement aussi plus marquée sur des médias nouveaux, plateformes digitales, réseaux sociaux, WhatsApp. On va le voir, on va en discuter avec nos invités. Alors une question se pose, comment se réinventer pour résister? Comment conserver sa position? Comment s'adapter aux évolutions, aux changements et comment envisager l'avenir de manière plus sereine? Je suis Saïna Boudia, CEO du cabinet Global Mind Consulting. Nous sommes ravis pour cette deuxième édition d'organiser un talk sur le thème des 7 défis des acteurs de communication et de l'information en temps de crise. Et je suis très heureuse, vraiment très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui avec, vous allez le voir, des experts de haut rang qui ont beaucoup de contributions, beaucoup de conseils à nous partager aujourd'hui. Alors, on va commencer par une première séquence où on va aborder ensemble les réalités, mais aussi les enjeux pour les acteurs de communication face à cette crise. Et dans une seconde séquence, on va aborder les perspectives, les recommandations, comment se réinventer. Peut-être, avant de commencer, quelques chiffres, 3, qui sont marquants, frappants et qui vont nous permettre de camper le décor. Une absence de communication pendant 6 mois peut entraîner une réduction de la notoriété d'une marque qui peut aller jusqu'à près de 40%. Dans les dernières phases de la pandémie que nous venons de traverser, la navigation sur le web a augmenté de 70%. Et l'entreprise Zoom, que nous utilisons pour animer cette présente session, a connu une augmentation de 1770% avec ce coronavirus. Alors, je me tourne vers Alioune Gueye, qui est un véritable serial entrepreneur, engagé. Nous célébrons d'ailleurs cette année les 20 ans du groupe Afrique Challenge que tu as créé en 1999. Ça te rajeunit, depuis Casa. Et tu accompagnes les entreprises et les institutions du continent avec tes équipes dans tout ce qui est renforcement de capacité des dirigeants et du middle management. Alors, Alioune Gueye, c'est aussi un plaidoyer contre les écosystèmes avec l'Afrique qui ose et Hub Africa fondé avec ton partenaire de toujours, Zakaria Fahim. Une première question pour contextualiser les choses. Le caractère inédit et multidimensionnel de la crise que nous traversons nous amène finalement peut-être à repenser nos modèles. Quelles sont, selon toi, les 3 leçons qu'il faut retenir de cette crise? Alioune? Ah, le micro. C'est bon? Oui, parfait. Bon pour le son? Parfait. Merci Céline, merci en tout cas à vous pour cette invitation, pour partager donc autour d'un sujet clé, parce que c'est un des sujets, je pense, qui distingue les pays qui vont s'en sortir plus rapidement avec moins de dégâts, entre guillemets, entre griffes comme on dit, que d'autres, compte tenu de la qualité donc des leaders qui ont eu à le conduire. Alors c'est vrai que là, cette semaine, elle porte peut-être principalement sur le continent, mais peut-être, ou alors ce sera dans une deuxième partie où on parlera peut-être des clés de succès et comment est-ce que les leaders sont parvenus à, entre guillemets, entretenir la conversation avec les populations dans le calme, en ayant la transparence requise et les mots dans un moment d'inquiétude où finalement, bien malin, qui peut dire de quoi demain sera fait. Mais je dirais pour revenir effectivement, il a été bien rappelé tout à l'heure, tu le disais à quel point cette crise était polymorphe et c'est en cela qu'elle se distingue des précédentes. Et c'est pour ça, je pense que le passé n'est peut-être pas
le meilleur, en tout cas, la meilleure source de référence pour dire ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut se conduire dans une phase comme celle-ci. D'abord, cette crise, tout le monde le sait, au risque de se répéter, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise, on en voit déjà. Les implications économiques. Au Maroc, on prévoit quasiment que près de 10 000 PME vont fermer. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire dans un pays en développement. Si on compte en moyenne 5, 10 collaborateurs par compagnie et combien de personnes vivent sur ce collaborateur qui travaille, on peut imaginer l'impact social. Donc, c'est énorme. Et donc, cette crise économique, elle est évidente. C'est aussi une crise sociale importante. C'est une crise psychologique parce qu'on va avoir plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui ne savent pas vers quel sens se tourner, ont des crédits, ont des gamins dont ils doivent payer des scolarités, etc. et se retrouvent finalement sans ressources. Là, je parle principalement de nos pays où on n'a pas toujours la sécurité sociale, il n'y a pas les mêmes moyens qu'on peut avoir en Allemagne, en France ou dans des pays développés. Et donc, on a là un cocktail d'une crise à la fois systémique et qui finalement, aggravée en plus par cette dimension confinement où la liberté de mouvement est remise en question, les rassemblements ne sont plus autorisés. Et Dieu sait, quand on regarde nos pays où la proximité sociale est une valeur culturelle, prôner aujourd'hui ce qui, dans notre environnement, est une contre-valeur, à savoir la distance sociale, on peut imaginer, entre guillemets, le traumatisme pour beaucoup que vivent les populations. Et je reconfirme encore un autre aspect qui a l'air de rien, encore, mais aussi une crise maintenant psychologique en plus qui se crée. On considère qu'au Maroc, entre 40 et 50% de la population a des problèmes psychologiques déjà. Alors, on peut imaginer 3 mois plus tard, en confinement, ce que ça peut être. Donc, je ne vous dis pas l'explosion de la violence conjugale, le nombre de divorces qui suivent. Aujourd'hui, heureusement, également, on peut se marier à distance. Donc, ça, c'est les bienfaits de la dématérialisation et des technologies de l'information. Bref, donc, il y a là, voilà, tous ces sentiments où on a l'impression qu'au jour le jour, rien ne change, mais demain, plus rien ne sera comme avant. Voilà comment est-ce que je décrirais assez rapidement cela. Alors, leçon, ce serait prétentieux de dire leçon, mais des observations. Je pense qu'une des premières, en tout cas moi, qui me frappe beaucoup, c'est la vitalité entrepreneuriale et créatrice que nous avons sur le continent. Et on a vu se créer ainsi, se lancer un ensemble d'initiatives citoyennes, intégrant à la fois des médecins, des professionnels de la santé, des citoyens comme vous et moi, lambda, et au fin justement d'apporter des solutions concrètes et pratiques. Je pense que cette dimension immédiateté et le fait d'être dans les solutions, vraiment dans ce que j'appelle les idées-actions, pas simplement réfléchir comme ça, mais réfléchir en homme d'action ou en femme d'action, ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué. Avec donc, cette capacité d'innovation, on a vu beaucoup de start-up, de gens, des professionnels de la santé, etc., qui ont eu à créer des visières, des masques, etc., et à les distribuer relativement gratuitement, et avec des moyens relativement limités. Donc, c'est innovation et frugalité. Ça, pour moi, c'est une leçon qui me semble intéressante. La seconde leçon que l'on voit venir, je crois que c'est déjà l'apparition, entre guillemets, d'un monde qui, de plus en plus, va être plus physique et digital. Parce qu'encore une fois, pour des raisons culturelles, je ne crois pas au tout digital. Nous avons une structure dans le domaine de l'éducation, du renforcement des capacités, etc. Et on a tenté le e-learning, etc. Alors, c'est vrai, là, on n'a pas beaucoup de choix, donc ça ne peut se faire que comme ça. Mais sitôt qu'on pourra reprendre des avions, se redéplacer, etc., nos cultures restent des cultures encore très tactiles. On a besoin de voir des gens, de les toucher, etc. Et donc, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une accélération, effectivement, de la transformation digitale et de l'appropriation des outils du digital, que ce soit dans la
dans le télétravail, on le voit dans les webinaires qui sont, mais parfois dans des sujets, dans des éléments qu'on ne soupçonne pas. Tout le monde, je pense, a vu ce défilé de mode organisé par une jeune Congolaise, Congo démocratique, en utilisant la réalité augmentée, etc. C'est complètement inédit. Donc, ça montre là, et c'est pour ça que je disais que du fait que cette crise est synchrone, qu'on la vive tous en même temps, eh bien, c'est entre guillemets, pas la guerre, j'aime pas ce terme militaire, peut-être pas approprié, mais c'est une compétition aujourd'hui des cerveaux, de l'intelligence, de la créativité, et on n'en manque pas sur le continent. Donc, ça a été un révélateur de talent. Donc, ça, c'est pour moi un deuxième point. Le troisième point, c'est finalement également de se rendre compte que comment est-ce qu'aujourd'hui, des institutions qui sont chargées d'accompagner la recherche-développement, qui sont censées accompagner l'innovation, malheureusement, on ne les entend pas. Et je pense que c'est aujourd'hui, plus que jamais, ce rendez-vous où il nous faut accompagner tous ces talents. Quand un gamin est en train de développer dans une école polytechnique à Abidjan, à Yaoundé ou à Kigali, un prototype et qui n'a même pas 200 € pour faire ce prototype, il y a un problème. Donc, on se dit, mais à quoi servent donc toutes ces agences en charge d'accompagner la recherche-développement, d'accompagner, je dirais, la créativité, l'innovation, etc. Donc, on va voir tout à l'heure avec Hélène comment justement est-ce qu'on peut accompagner ces institutions et ces acteurs du continent qui font de très belles choses, mais qui souvent communiquent peu ou pourraient communiquer davantage et mieux. Alors, merci Alioune, je me tourne vers Alioune Camara. Donc, on a la chance d'avoir deux Alioune aujourd'hui. Alioune Camara. Alors, Alioune Camara, tu es fondateur et directeur général du cabinet Ndeleo, qui est spécialisé dans le conseil en RH aux entreprises privées comme publiques, que tu as créé à Londres, mais aussi à Abidjan, où tu résides depuis 2012, et vous accompagnez vos clients dans la mise en place et le renforcement de leur environnement RH. Alors, il y a un credo que tu ressasses régulièrement: investir dans son capital humain, investir dans son capital humain, investir dans son capital humain. Et pour toi, il est important, avant tout, durant cette crise, de gérer la communication en interne face à une crise qui va redéfinir le contrat de confiance entre le manager et ses collaborateurs. Alors, j'aimerais que tu puisses, avec nous, s'il te plaît, définir ce que tu entends par « il nous faut redéfinir le contrat de confiance entre le manager et ses collaborateurs ». Oui, en effet, ce fameux contrat dans lequel l'employeur doit fournir les meilleures conditions pour pouvoir permettre à ses employés de fournir la meilleure capacité, la meilleure performance de travail, et le contrat par lequel l'employé doit donner le meilleur de lui-même pour pouvoir fournir la meilleure performance, a été fortement altéré par la crise. Les employeurs ont dû, d'une traite, se réinventer. Pour beaucoup, ils n'avaient jamais entendu parler de télétravail. Et tout à l'heure, Alioune Gaye l'a rappelé, la réalité de notre terrain ici, c'est que 90% des entreprises sont des PME. Certaines ont la chance d'avoir l'accès au télétravail, d'avoir toutes les infrastructures pour permettre à leurs employés de travailler dans les conditions optimales, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Donc, il y a cet aspect des choses, mais il y a aussi du côté des employés. Ce ne sont pas tous les employés qui ont les conditions optimales pour pouvoir fournir du télétravail. Certains vivent dans des cours communes. Certains vivent dans des conditions qui ne leur permettent pas d'avoir accès à un Internet stable. Et j'en passe. Donc, concrètement, dans cette situation qui a un peu bouleversé, même complètement bouleversé les entrepreneurs, les employés, les entreprises en tant que telles, il a fallu se redéfinir. Et ça va laisser présager beaucoup de changements à 3 niveaux. Le premier, c'est tout ce qui a trait au travail lui-même. Beaucoup d'entreprises, parce qu'elles sont petites, mais je le dis souvent, elles doivent réfléchir comme des grandes. Ce n'est pas parce qu'elles sont petites ou moyennes qu'elles ne doivent pas réfléchir comme des grandes. En l'occurrence, n'ont pas prévu les crises. Dans leur manière de faire le business, elles n'ont pas prévu les crises. Donc, elles n'ont pas de ce qu'on appelle en anglais le business continuity plan. Elles n'ont pas su anticiper
en fait, sur ces crises. Donc ça, c'est un premier élément de changement de paradigme. Il faut vraiment passer à un autre niveau et être beaucoup plus alerte. C'est ce que cette crise nous aura enseigné. Un autre aspect qui découle un peu de celui-là également, c'est un plan de succession. La réalité de nos entreprises, c'est qu'on a un chef d'entreprise, comme c'est une PME, souvent avec quelques employés, 5, 10, 15. Le chef d'entreprise est celui autour duquel tourne toute la vie de l'entreprise. Les décisions ne sont pas prises individuellement ou de manière suffisamment autonome. Donc, on passe par lui. Alors, en termes de plan de succession, ça, c'est une vraie problématique. Comment, en temps de crise, suffisamment déléguer et de manière très efficace, c'est-à-dire que et laisser, et ça va rejoindre un autre point lié à cette crise, donner suffisamment d'autonomie, d'indépendance aux uns et aux autres pour que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'était vraiment, comme on dit, cette crise contient son lot de difficultés, mais c'est aussi une opportunité pour les uns et les autres de s'exprimer. Et la manière dont les chefs d'entreprise vont s'exprimer va définir la relation même dans le futur. Si les problématiques ne sont pas bien traitées, les employés s'en souviendront. Et justement, c'est ça la question qui me vient. Quand on parle de… Bon, là, notre sujet, c'est vraiment les défis des acteurs de la communication face à cette crise, mais il y a une dimension qu'on a tendance à négliger, c'est précisément la communication en interne. Comment est-ce qu'on gère la communication auprès des collaborateurs? Toi qui accompagnes un certain nombre d'institutions et d'entreprises sur le continent africain, quelle est ton appréciation de la gestion de cette com au niveau de nos organisations africaines? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est déjà perçu comme un enjeu? Et si oui, est-ce que c'est bien géré? À plusieurs points de vue, ça a été plutôt bien géré. Au niveau de l'État, moi, je pense qu'il y a eu vraiment une vraie stratégie qui a été mise en place, qui a été déployée et qui a porté ses fruits. Ça, vraiment, je les félicite pour ça. Au niveau méso, au niveau des entreprises, ça dépend. Certaines n'étaient vraiment pas préparées. Donc, dans mon portefeuille de clients, je pense à ces fameuses PME qui n'avaient pas prévu le caractère soudain de cette crise. En revanche, pour les institutions beaucoup plus solides, beaucoup plus grosses, et je pense à ces acteurs de télécommunications, aux structures de médias, elles ont su bien anticiper. Avec les infrastructures adéquates, elles ont pu mettre à disposition l'accès à Internet stable pour leur personnel. Elles ont su communiquer aussi en interne, communiquer correctement à différents points de vue, point de vue de la sécurité sanitaire, point de vue de l'hygiène, point de vue également de la répartition du travail. Parce que c'est ça que ça a généré comme souci, c'est qui fait quoi. On avait l'habitude d'une certaine répartition du travail avant le Covid. Pendant le Covid, il en a été tout autrement. Parce qu'il fallait pouvoir, pour les chefs d'entreprise, en tout cas avec qui j'ai échangé, il aura fallu savoir et vraiment confirmer qui était bon à quoi. Parce que, et c'était la suite d'une réflexion beaucoup plus en amont, la situation ayant changé sur le plan économique, il a fallu revoir les priorités de l'entreprise. Certaines lignes de service ont dû être complètement supprimées, certains produits ont dû être supprimés. Parfois même, tout le business a dû être mis en quarantaine, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, concrètement, ça a voulu dire qu'il y avait des employés qu'on devait mettre en chômage partiel, d'autres que l'on devait garder. Donc, ça les a forcés à revoir de manière très, très brève, enfin, je dirais assez rapidement, et ça demande un travail beaucoup plus profond pour prévoir les prochaines crises, de revoir les compétences, et donc de communiquer par rapport à ça également. On reviendra sur la seconde partie, sur les conseils que tu peux donner aussi aux personnes qui nous écoutent, sur comment bien gérer aussi la communication en interne entre les collaborateurs et le manager. Alors, je me tourne vers la seule femme de cette session, Hélène Guinodo. On est deux, quand même. Voilà, c'est ça. On est deux. Hélène Guinodo, tu travailles avec le continent africain déjà depuis plus de 15 ans dans le domaine des médias et de la communication. Depuis février 2019, tu as rejoint le groupe Le Monde en tant que responsable du développement et des partenariats stratégiques. Et puis, tu as cette phrase
qui te caractérise, j'ai envie de dire, qui t'est chevillé au corps. J'aime l'innovation, le mouvement, le changement perpétuel. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec le continent africain. Alors moi, il y a une question que je me pose, toi qui connais bien le continent africain et qui aujourd'hui gravite au niveau d'une institution ou en tout cas d'un média important. Comment est-ce que vous avez, quelle a été l'incidence de cette crise pour un média qui est un acteur important de l'information en France, et comment est-ce que vous avez géré la communication vers l'Afrique? Alors, effectivement, nous, on est un média, donc on a vocation à informer et à apporter l'information la plus fiable et la plus sourcée possible à nos audiences. Et ça, on le fait de façon quotidienne, puisque on est un quotidien en ligne en plus, donc on travaille vraiment au jour le jour, heure par heure. Comme tout le monde, on a été très fortement touché par la crise. On a été confinés et tous les employés ont été confinés. Tout le monde s'est mis au télétravail. Je pense à Lyon, effectivement, que certains services étaient plus près que d'autres à pouvoir télétravailler. La rédaction en tant que telle n'était pas du tout habituée à faire le journal et à pouvoir travailler de façon pérenne chacun chez soi. Donc, on a dû faire face à ça, comme n'importe quelle entreprise, en fait. Et en plus, on avait cette nécessité de devoir délivrer une information en temps réel. Donc, on a eu de la chance parce qu'on a pu s'appuyer sur l'ensemble des collaborateurs et notamment de la rédaction qui a su être très agile, en fait, et a pu se reconstituer de façon très rapide et travailler, répondre aux besoins très rapidement avec des services qui ont été chamboulés mais qui se sont adaptés et qui ont changé leur façon de travailler, des sujets qui très vite ont émergé et donc on a changé les équipes qui ont pu se mettre en place. Par rapport au Monde Afrique, donc nous on est une rédaction qui est une grosse rédaction. On a un avantage, c'est que c'est une rédaction qui est coupée en deux, on va dire, même si on est très unis. Une rédaction qui est à Paris, d'une quinzaine de personnes, avec la rédaction en chef qui est basée à Paris, et une rédaction ensuite sur le continent africain, avec une vingtaine de correspondants avec lesquels on travaille au quotidien en temps normal. Ces correspondants, heureusement qu'ils sont là, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous amènent l'information la plus fiable, la plus sûre, et qui nous permettent aussi aujourd'hui de vérifier tout ce qui est diffusé aujourd'hui dans le journal et dans le quotidien à propos de l'Afrique. Donc, en fait, cette petite équipe de 35 personnes nous a permis de continuer en fait ce qu'on sait faire en fait. Et je pense que ça c'était ce qui était le plus important et on le voit beaucoup, c'est comment faire de la continuité dans le changement. On parle aussi aujourd'hui de beaucoup de changements. Effectivement, ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même pour nous. On a dû faire face à des choses extrêmement déstabilisantes. Des choses très positives. Donc, comme on est un média, on a eu des taux d'audience absolument records avec un taux de recrutement qui a triplé pendant le confinement pour le journal. Au Monde Afrique, on a fait fois 1,5. Donc, ça, on comprenne bien, là, tu parles notamment de la plateforme digitale. Hein. Alors oui, je parle de la plateforme digitale, même si de façon assez étonnante, les chiffres en papier ont aussi très très bien fonctionné, parce que je pense que les gens avaient plus de temps pour lire. L'État français a décidé que la presse faisait partie des besoins primaires, et donc les kiosques n'ont pas fermé. Les journaux étaient disponibles, donc on a eu aussi de très bons chiffres en vente papier. Mais effectivement, aujourd'hui, de toute façon, et ça, c'est une chance pour nous, je pense, c'est qu'au-delà de prévoir la crise, on avait prévu ce virage du numérique et on l'a pris très tôt au monde. Le Monde Afrique est quasiment que en numérique. On a quelques articles qui paraissent dans le quotidien, mais notre cœur, c'est vraiment le numérique, parce qu'on travaille avec le continent africain et que c'est plus simple de travailler en numérique. Et donc, depuis très longtemps, la bascule a été faite entre le nombre d'abonnés papier et le nombre d'abonnés numériques,
Pour info, on a 400 000 abonnés numériques, abonnés au total, et on est à 320 000 abonnés en numérique. Donc, quand même. un quart, trois quarts. Ouais, donc ça, c'était une chance pour nous parce que ça nous a quand même permis de pouvoir réagir très, très rapidement. Et ensuite, on s'est réorganisé. Donc, on a fait des lives au quotidien qui duraient toute la journée, voire une partie de la nuit, puisqu'on a des équipes qui travaillent aux États-Unis, qui ont su aussi réagir et se mettre en place pour faire des lives. Donc ça a été une grande force pour nous. Et donc, paradoxalement, on a eu des taux d'audience absolument records et assez incroyables. Mais en parallèle de ça, on a eu un constat beaucoup plus rude pour la publicité. On en parlait tout à l'heure. Là, le gel des commandes a été quasi immédiat, beaucoup d'annulations. Et donc, on s'est retrouvé à avoir un public et une audience très fort et en même temps des revenus publicitaires qui ont baissé drastiquement. Donc, qui ont fragilisé aussi le groupe, hein, bien évidemment. Mais ce qui est paradoxal, parce qu'en général, les annonceurs ont plutôt tendance à privilégier les plateformes où il y a du monde et où il y a une audience qu'on peut… Effectivement. Alors là maintenant, ce qui va se jouer, je pense, pour les médias, c'est justement de voir si on arrive à capitaliser sur ces recrutements, si on arrive à les garder. Je pense que, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est le Monde Afrique. Le Monde Afrique, on est très fort au moment des crises. Donc, je vais vous donner l'exemple du Irak en Algérie. On a diffusé en mars 2019 plus de 80 articles sur la crise et le Irak algérien. C'était un pays où on était déjà beaucoup lu, mais le Monde Afrique a fait des audiences absolument records en Algérie pendant cette période-là, et nos audiences sont restées. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'on reste un média de qualité, qu'on est capable justement de gérer la crise, d'appréhender les choses, de décrypter, de montrer que c'est notre cœur de métier, de le faire avec tout le sérieux du monde, et ensuite, du coup, de garder ces audiences. Et ça se fait dans beaucoup de pays, on le voit au quotidien. Merci beaucoup, Hélène. Je me tourne vers toi, Yoon Gay. Ce que dit Hélène, ça suggère aussi qu'en fait, finalement, il y a une forme de réorientation des ressources. Toutes les entreprises sont en train de finalement repenser la manière dont elles allouent leurs ressources, et mécaniquement, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour conserver ses clients. Quand on est une agence de communication, quand on est un cabinet de conseil, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour conserver ses clients, les fidéliser, et puis peut-être aussi, si on peut en parler, de continuer à se développer. Pour ça, je ne suis pas convaincu qu'en fait, les budgets de communication aient diminué. Parce qu'en réalité, la crise a commencé quand vraiment ? Il y a 2-3 mois. Les budgets étaient déjà votés, etc. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une digitalisation des budgets. Pour dire quoi ? Pour dire que, puisque les événements ne peuvent plus se tenir physiquement, les salons, les foires, les événements, les colloques, etc., eh bien, comment est-ce qu'on va, je dirais, réorienter ces budgets-là vers des budgets de communication ? Et c'est là où il est important que les agences soient suffisamment innovantes et imaginatives pour proposer des produits de communication qui, d'abord, accélèrent leur transformation digitale, mais également celle de leurs clients, qui n'y étaient pas tout à fait habitués, et d'oser, en fait, coproduire finalement des produits, entre guillemets, je dirais, nouveaux. Par exemple, ça peut prendre la forme aujourd'hui d'une proposition d'organiser, de mettre en place, par exemple, une radio interne. Tout à l'heure, on parlait de communication interne, comment c'était important. Et justement, dans une période comme celle-ci, aujourd'hui, pour le cas, par exemple, du Maroc, où à partir de lundi, on va reprendre le travail, il est quand même important, dans les entreprises industrielles de 100-200 personnes, de pouvoir sensibiliser les gens sur les gestes barrières. Les niveaux de formation, de sensibilisation ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il est important, en langue vernaculaire, en Darija, pour prendre le cas du Maroc, pour tous ceux qui ne parlent pas le français, eh bien, de pouvoir sensibiliser sur comment désinfecter les chaussures, comment se laver les mains, comment utiliser telle solution et telle autre solution, les visières, etc. Donc, voilà, par exemple, très pratiquement, des produits
qui, justement, de communication que peuvent proposer les agences et tirer parti comme opportunité de cette crise, parce qu'elle crée de nouvelles problématiques. Or, finalement, ce que l'on attend d'une agence de communication, c'est d'accompagner une entreprise à la fois par rapport à son public interne, mais également dans une vision 360 par rapport à tous les acteurs de l'écosystème avec lesquels elle interfère. Et donc, je pense que voilà justement une occasion d'investir dans des canaux de communication auxquels elle n'était peut-être pas habituée et qui va finalement accélérer la transformation digitale à la fois de l'agence de communication, quand elle n'est pas suffisamment avancée dans son processus de digitalisation, mais également pour les entreprises qui, pour le coup, n'ont pas tellement le choix, donc doivent adopter ces outils et se rendre compte que finalement, ce n'est pas si mal. Et je suis sûr, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, que beaucoup d'agences comprendront qu'au sortir de cette phase, la communication doit de plus en plus porter sur le sens. Je crois qu'on sera moins dans des logiques de show, mais plus dans cette communication du sens, parce qu'il va y avoir certainement une évolution, entre guillemets, des valeurs. Et donc, du coup, je pense que pour les organisations, ça leur permettra de se rendre compte que quelque part, elles peuvent réallouer des budgets qui auparavant étaient utilisés dans le cadre de voyages, faire venir des experts, louer des salles à prix d'or, etc., vers quelque chose qui soit plus dans le contenu. Et je crois que c'est pour ça que les agences de communication doivent vraiment intégrer le fait qu'aujourd'hui, the content is key. Donc, c'est vraiment la clé aujourd'hui, c'est d'apporter du contenu. Et c'est comme ça que, de manière distinctive, elles pourront, dans leur écosystème en tout cas, se différencier de leurs confrères. Alors, ajuster ces contenus, retravailler aussi le ton. Il y a un élément qui est un paramètre un peu nouveau. Je me tourne vers toi, Alioune Camara. C'est que cette crise qui touche tout le monde au même moment, elle a aussi eu une incidence sur l'état d'esprit des collaborateurs, puisqu'on a la préoccupation de s'assurer que ces enfants sont en bonne santé, que c'est la même chose pour les parents, pour les proches de manière générale. Donc, est-ce que le collaborateur qui est finalement aussi très touché de manière multiforme par cette crise-là, avec beaucoup d'anxiété, avec toute l'anxiété que ça peut générer, est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la manière dont on aborde? Est-ce qu'on ne doit pas être davantage dans l'empathie, dans la manière de gérer aussi les collaborateurs? Tout à fait. Merci pour la question. Très pertinente parce que c'est le cœur, pour moi, du problème en termes de communication interne. La crise a créé de la frustration, un sentiment d'injustice, une forme de désorientation des employés. Beaucoup de mots ont été créés par cette crise, indépendamment de la volonté des employeurs. Mais sur certains points, les employeurs ont contribué au mal-être ou à l'impact psychologique de la crise. Les sociétés qui, je pense, vont pouvoir bien s'en sortir au retour à la normale seront les entreprises qui vont démontrer aux employés qu'elles veulent vraiment et sincèrement prendre soin d'eux. À savoir, par exemple, un exemple très concret, mettre en place des structures d'accompagnement. L'impact a été réel, psychologiquement parlant. Structure en interne qui vise à accompagner le salarié. Il y a des salariés, avant la crise, on ne pouvait pas, et c'était presque normal, entre guillemets, connaître la réalité, leur réalité sociale, familiale. C'était à la limite pas trop mon problème en tant qu'employeur. Mais là, la crise a démontré qu'il le faut absolument. Il y en a qui vivent des situations très difficiles, qui, à travers cette crise, leur situation a été encore plus difficile. Les employeurs ne peuvent pas revenir comme si rien ne s'était passé. Donc, mettre en place des cellules d'accompagnement. S'ils n'ont pas le personnel pour le faire, prendre des professionnels qui accompagneront l'entreprise, les employés de l'entreprise à travers ce retour à la normale. Donc, cette dimension d'accompagnement et d'impact psychologique est véritablement à mettre au devant des priorités.
Ouais, merci beaucoup, Alioune Camara. Alors, je rappelle à tous nos participants, merci d'être présents et bienvenue pour ceux qui continuent à arriver. Vous pouvez naturellement poser vos questions à l'ensemble des intervenants ou partager vos réactions dans la rubrique questions-réponses. Et donc, j'en profite pour saluer la Côte d'Ivoire qui est avec nous, le Gabon, le Sénégal, je vois Christian Lanou, je vois Samantha Swezeren qui est elle, à l'île Maurice. Je vois Gilles Laconi, qui est probablement à New York. Donc voilà, on salue tout le monde. Hélène, il y a une question que je voudrais te poser parce que tu as eu finalement la chance aussi d'intervenir au sein de l'agence de communication, parce que tu étais au niveau du groupe Havas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit repenser aussi la manière, les agences de communication, est-ce qu'elles doivent repenser la manière d'appréhender les clients? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut communiquer et gérer les contrats de communication que nous avions exactement comme avant le Covid? Alors, non, je pense pas. Je pense que effectivement cette crise, même si elle a duré peu de temps, elle a quand même des effets très profonds. On en a parlé, un effet immédiat très, très dur, hein, qui est d'un point de vue économique. Les deux, Alioune, ont aussi mentionné l'aspect psychologique de la crise qu'il faut vraiment pas négliger, parce que je pense que ça touche tout le monde. Et même si on a tous vécu la même chose, qu'on soit confiné plus ou moins durement en fonction des pays. La crise, on a parlé, on en a dormi, on en a mangé pendant 2 mois, 3 mois et bientôt 4. Je pense qu'on ne peut pas revenir aujourd'hui en faisant comme si cette période, c'était une période de parenthèse et on allait pouvoir continuer business as usual. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer dans la façon de travailler, dans la façon d'appréhender les clients ou les partenaires. Pour reprendre un peu ce que disait Alioune Gay, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir uniquement en événements physiques, c'est impossible, ou uniquement en événements digitaux. Je vous donne un exemple concret. Pendant le confinement, on a organisé des débats live pour le Monde Afrique, des conférences en live concrètement, avec plusieurs intervenants. Les audiences ont été très bonnes, ça a été très suivi, mais volontairement, on l'a fait pendant le confinement. Je pense qu'aujourd'hui, le monde continue de faire des événements en ligne. Le Monde Afrique, pour l'instant, n'a rien de prévu. Mais les audiences sont moins bonnes parce que les gens retournent à la normale. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, maintenant, on va revenir vers des événements qu'on va faire uniquement en digital. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut réfléchir à des façons de fonctionner qui sont différentes. Des façons de fonctionner, d'organiser la communication aussi qui soient différentes. Ça peut donner des idées. On parlait tout à l'heure de lutte des cerveaux et de la créativité. Et je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place aujourd'hui d'un point de vue communication. On le voit dans les campagnes de pub aujourd'hui. Les campagnes de pub, elles se sont saisies comme souvent de la crise et du coup, elles détournent, elles font de l'humour, elles disent à leur public, à leurs acheteurs, à leurs consommateurs, vous nous avez manqué, on est là, on est à vos côtés. Je pense qu'il y a ce côté rassurant de dire, voilà, on existe toujours, le monde a changé, mais vous avez quand même des repères, et ça, c'est très important. Mais il faut néanmoins prendre en compte cet impact de la crise qui va laisser des traces. Alors, merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe à cette dernière partie pour insister davantage sur les recommandations. C'est très, 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 très important que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui puissent avoir, j'allais dire, du takeaway et qu'elles puissent essayer de mettre en pratique les recommandations qui correspondront le mieux à la situation qu'ils traversent. Alors, je pense que la première question qu'on peut se poser, finalement, quand on parle des défis de la communication, c'est comment est-ce qu'on fait pour que même au niveau des agences de communication, on puisse davantage impliquer les collaborateurs dans la manière de repenser soit l'organisation, mais aussi l'entreprise. Alors là, est-ce que peut-être, Alioune, toi qui as l'habitude de faire des formations, mais d'ailleurs les deux, Alioune Camara et Alioune Gay, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser et qui peuvent nous permettre d'être vraiment dans la co-construction de stratégies qui soient innovantes et qui intègrent ce que vous avez cité dans cette première partie, c'est-à-dire le digital, mais aussi finalement, il faut qu'on soit
Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Si on est tous d'accord pour dire qu'il faut s'orienter sur des communications qui ont du sens, nous devons être, nous aussi, les premiers meilleurs communicants. Alors, en termes, avant d'aborder la partie outils, moi, je dirais qu'il faut, parce que derrière chaque outil, il y a une philosophie. Et c'est sur cette philosophie qu'il faut d'abord insister. Nous, chez Ndeleo, on a créé un logiciel de gestion de la performance. Mais un outil, honnêtement, n'a aucun sens si justement, il n'y a pas de sens derrière son utilisation. Donc, aux chefs d'entreprise, aux employés, ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faut revoir le fameux contrat de confiance. Moi, ce que j'ai constaté pendant cette crise, c'est qu'il y avait des chefs d'entreprise qui ont clairement montré ne pas suffisamment avoir confiance en leur personnel, de manière évidente. Comment tu as observé ça? Pardon? Comment tu l'as observé, ça? Avec un niveau de contrôle beaucoup plus important qu'avant le Covid. C'est évident. J'ai entendu également des employés s'en plaindre parce que ce niveau de contrôle exacerbé a entraîné des conséquences physiques, émotionnelles, psychologiques chez les employés. Ouais, plus de stress. Pardon? Plus de stress. Beaucoup plus de stress. Et ce stress s'est ajouté à celui des cellules familiales. Du jour au lendemain, on est contraint à travailler à la maison avec les enfants. Parfois, même si on est seul, il y a une forme de stress. Le fait d'être tout simplement seul dans cette épreuve-là est aussi difficile, peut-être même plus, qu'être avec la famille, les enfants et beaucoup de choses à gérer en même temps, en plus du travail. Donc, au-delà des outils, il y a cette relation qu'il faut redéfinir. Clairement, il faut la redéfinir. Et donc, beaucoup plus de confiance. Et cette confiance peut se concrétiser par une chose assez simple dans le concept, mais pas toujours évidente à mettre en pratique, notamment pour les petites structures, parce que, comme je le disais tout à l'heure, et c'est notre réalité, on a des chefs d'entreprise qui ont l'habitude de décider seuls. Ou quand ils décident à plusieurs, ils ne prennent pas nécessairement en compte les avis des autres, ils les écoutent peut-être, mais ils les entendent, mais ils ne les écoutent pas suffisamment. Et donc, ils sont finalement les seuls à décider. Donc là, quelque chose de très concret consiste à faire confiance et donc à permettre aux employés de faire partie de la prise de décision. Leur donner l'opportunité. Excuse-moi, je t'interromps parce qu'on me signale qu'il y a peut-être des petits problèmes de son. On va essayer de se rapprocher un peu de nos ordinateurs pour être sûr que tout le monde puisse bien nous entendre et bénéficier de ce que tu dis. C'est très important. Je te laisse reprendre, excuse-moi. Oui. Donc, insérer les employés dans la prise de décision. Leur donner cette reconnaissance au final, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance à travers l'intégration, l'insertion dans le processus de prise de décision. Ça va changer la donne. Et après, les outils suivront. J'ai même pas envie d'entrer dans l'exercice d'en nommer, parce que pour moi, c'est pas le plus important. Vraiment, ça n'engage que moi. Ce n'est pas le plus important. De manière très concrète, je suis chef d'entreprise, je suis confrontée à tout le phénomène que tu décrivais, c'est-à-dire l'anxiété, l'incertitude, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Après, tu as des réalités qui sont aussi des réalités économiques, de trésorerie. Tu as le fait de devoir assumer des responsabilités qui sont multiples. Si tu es face à ça, aujourd'hui, quelle doit être ta démarche, si tu veux t'engager dans cette démarche de co-construction et de réflexion stratégique avec tes collaborateurs? Quelle est la meilleure manière de l'aborder? Quelle est la meilleure manière de réussir cet exercice? Exactement comme quand on est confronté à une décision dans la cellule familiale. La réalité de ce Covid-19, c'est qu'on a eu beaucoup de fausses informations. Beaucoup de fausses informations de toutes parts. Quand on est face à une difficulté, on s'assoit, les différentes parties au problème s'assoient, s'écoutent les uns les autres et définissent un plan qu'ils mettent en pratique. En l'occurrence, les chefs d'entreprise, et je reviens encore sur ça parce que c'est tellement fréquent, c'est tellement
le quotidien ici, les chefs d'entreprise doivent véritablement s'asseoir, écouter les collaborateurs, parce que beaucoup ignorent les réalités que les uns et les autres vivent, beaucoup sous-estiment certaines fonctions, par exemple. Justement, en parlant de cela, les DRH, la fonction RH est très souvent sous-estimée, alors quel est le lien indispensable entre le management de l'entreprise et les employés. Mais très souvent, on la relègue à un simple rôle de gestion des congés, gestion de la paye, etc. Là, il faut redéfinir les rôles. En les redéfinissant, on leur donne une place, la place qu'ils doivent obtenir au sein de l'organisation de l'entreprise. Et pour ce faire, il faut concrètement mettre à plat la situation, savoir quels sont les tenants et aboutissants de la réalité de chacun ou de chaque groupe, de chaque équipe, pour pouvoir mieux coordonner le travail en commun. En commun. Merci beaucoup, Alioune Camara. Hélène, je me tourne vers toi parce que c'est un phénomène auquel on est tous confrontés, ces fameux fake news auxquels faisait référence Alioune Camara tout de suite. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Vous êtes un média, mais je pense que cette réalité-là, elle est aussi réelle pour les agences de communication parce qu'elles doivent gérer la com d'organisation, d'entreprise. Et donc, quand ça nous tombe dessus, comment est-ce qu'on peut gérer et se prémunir au mieux de ce phénomène qui prend une ampleur encore plus importante, eu égard au tout de... Je pense qu'effectivement, les fake news, malheureusement, se diffusent de plus en plus fréquemment sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup sur Facebook, on en voit beaucoup sur Twitter également. On a vu très récemment que Twitter avait lui-même décidé que le président américain propageait des fake news. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri. Je pense que déjà... pas fait son compte encore? Non, pas encore, mais ça risque peut-être d'arriver, on ne sait pas. Non, c'est vrai que le phénomène des fake news, c'est un phénomène qui est très très sérieux et qui est vraiment très très inquiétant. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux, je pense que chacun a une responsabilité et qu'avant de partager une nouvelle, avant de réagir, avant de diffuser une information, il y a une chose simple à faire, c'est vérifier. Vérifier, est-ce qu'elle est exacte? Est-ce qu'on pense que c'est vrai? Moi, je reçois énormément de choses sur WhatsApp et je demande toujours quelle est la source. Parce que WhatsApp ou les réseaux sociaux permettent de diffuser des informations non sourcées, de diffuser des captures écran, de diffuser des photos, des vidéos, des images. Et je me souviens très bien au début de la pandémie, j'ai reçu une information avec la première personne atteinte du virus qui était en Côte d'Ivoire. Et on voyait une photo d'un homme. Non, ce n'était pas Alioune Camara. Non, c'était pas lui. Et donc, qui était dans un lit d'hôpital avec plein d'appareils autour, etc., etc. 2 jours après, dans le même groupe, je reçois la même photo. Simplement, là, c'était le premier patient congolais. Donc, bon, ça nous a fait rire entre nous. On s'est dit, bon, effectivement, on se rend bien compte que c'est la même personne. Et voilà. Simplement, tout ça pour dire que ça arrive. Les fake news sont propagées, sont diffusées et c'est important de faire attention en tant qu'utilisateur, de dire, bah, attendez, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de faux. Ensuite, je pense que nous, en tant que médias, on a une responsabilité sur les fake news. On a une responsabilité de, quand on est un média, de bien vérifier l'information que l'on diffuse. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un travail sur le terrain. C'était très difficile au monde. Les journalistes étaient très frustrés d'être confinés chez eux. Donc, bien sûr, ils ont pu sortir pour aller réaliser certains reportages, etc. Encore une fois, on a de la chance au Monde Afrique parce que nos correspondants ont continué à aller sur le terrain, rencontrer les gens, aller chercher, vérifier l'information. On a aussi une grande expérience de l'investigation et de vérification de l'information. Mais c'est vraiment notre travail au quotidien. Et d'ailleurs, nous, on utilise les réseaux sociaux. C'est une façon pour nous, au Monde Afrique, de se développer
et de développer des projets un peu innovants, un peu différents, d'aller toucher des audiences différentes. Donc, on a lancé WhatsApp en novembre 2018. On a été un peu victime de notre succès parce qu'on a atteint 40 000 utilisateurs assez rapidement. Mais WhatsApp a dit, en fait, on ne peut plus avoir de groupe au-delà de 256 personnes, justement pour lutter contre les fake news. Donc, on arrivait dans une situation très paradoxale où on disait au monde, en fait, pour lutter contre les fake news, on vous coupe la diffusion d'une information vérifiée. Donc, c'était un peu paradoxal, mais on a contourné ce problème-là en utilisant aujourd'hui les statuts de WhatsApp qui sont très utilisés sur le continent africain. Ça fonctionne bien. C'est sur un format de story qui permet d'aller vérifier l'information ensuite et de lire l'information de façon un peu plus fouillée si on en a envie, avec un lien vers les articles. Et ça, c'est temporaire, hein? Comment? C'est temporaire. C'est temporaire, ça a une durée de vie de 24 heures, effectivement. Ça fonctionne très bien, on a des audiences excellentes. Et ça a aussi permis, pendant la crise, de permettre au monde d'utiliser notre retour d'expérience au monde d'Afrique pour lancer un fil WhatsApp avec les décodeurs, justement sur les décodeurs. Donc, c'est le service au monde qui vérifie les informations et qui vérifie la véracité d'une info, quelle qu'elle soit, et donc qui lutte contre les fake news. Et les décodeurs ont lancé un fil WhatsApp sur le même modèle que ce qu'on avait fait au Monde Afrique en novembre 2018, avec chaque jour des informations vérifiées et qui permettent de dire, oui, attention, ça c'est une fausse information, ne la diffusez pas, allez vérifier. Merci Hélène. Alors on a une question de Jean-Michel Eclou qui nous dit, et je pense que je vais m'orienter vers Ayun Gay pour y répondre, n'avions-nous pas aussi besoin du système des États? Je pense que sa question dans sa globalité. Exemple, les pays africains avaient-ils donné des informations nécessaires par rapport aux fake news? Par exemple, alors je crois que si je vais essayer de résumer la question, est-ce que finalement les États n'ont pas une responsabilité face à la résurgence de ce phénomène? Est-ce que les États n'ont pas aussi l'obligation de mettre en place des stratégies pour sensibiliser les populations et leur expliquer aussi quelles sont les voies et moyens par lesquels ils peuvent essayer de se prémunir? C'est là où je pense que ce qu'on disait en préambule tout à l'heure, c'est là où je trouve que à la fois pour certains pays, la communication était très très bonne et il y a eu vraiment un leadership dans la prise en charge de la pandémie et du caractère multidimensionnel de la crise. On a parlé du cas du Sénégal, il y en a d'autres avec un point régulier d'information, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas justement de déformation de l'information. C'est vrai que ça reste très compliqué parce que en réalité, l'instantanéité et l'immédiateté de la circulation de l'information font que nous tous, nous sommes en tant qu'individus, nous sommes des chaînes de télévision potentielles. On peut à la fois émettre sur WhatsApp, mais on peut faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc, aller vérifier chaque information devient très compliqué. Et donc, bien souvent, on le prend pour acquis. Donc là, c'est vraiment une problématique plus globale, effectivement, de comment aujourd'hui assainir cet espace-là et mettre je dirais, des chartes entre guillemets, de bons comportements, de diffusion, etc., à la fois pour ceux qui émettent de l'information et ceux qui les reçoivent. Et je pense que du fait de la généralisation de ce phénomène, je pense que même les citoyens, comme le cas qu'évoquait tout à l'heure Hélène, le patient, on ne sait plus très bien s'il est congolais ou sud-africain ou malien. Voilà, le bon sens. Il y a aussi une question de bon sens et je pense que c'est à chacun de devoir s'assurer que l'information qui est communiquée, entre guillemets, elle est vérifiée, elle est bonne. Si tu permets, Céline, je voulais juste revenir sur, parce que la question de tout à l'heure, pour moi, me semble extrêmement importante. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, à travers la communication par rapport à nos différents publics internes et par rapport à nos clients, comment est-ce que les choses, entre guillemets, se sont faites? Je pense que très rapidement, le premier point, c'est d'avoir l'information et dans la transparence. Tu parlais tout à l'heure d'outils, en fait. C'est la question que tout à fait. a commencé à adresser. Alors,
nous, on a une outil très simple qui s'appelle Click, une espèce de messagerie instantanée, où, je vous rappelle, le 15 mars, en fait, le dernier vol qui est rentré de Abidjan, j'ai dû le prendre en catimini, je venais d'arriver la matinée, il a fallu le reprendre le jour même, sinon j'étais coincé là-bas 3 mois. Et rétrospectivement, effectivement, on se rend compte que finalement, il valait mieux ne pas le rater celui-là. Ah, surtout avec le ramadan. Et je me rappelle, dès que je suis arrivé à Casablanca, à 7 h du matin, via Click, donc j'ai informé toute l'équipe d'abord de ne pas venir travailler à partir de lundi. Première décision, en expliquant, etc. Et en leur disant que ça va être le canal de communication qui nous permettra de pouvoir suivre l'évolution compte tenu des informations disponibles à ce moment pour savoir quand est-ce que nous allons reprendre, etc. etc. Ça fait quand même, c'est le 15 mars, hein, ça fait près de 3 mois. Mais tout au long, et je trouve que ça qui est intéressant, bon, nous on a un ensemble d'outils qu'on a eu à utiliser, qui font que d'abord les gens sont, effectivement, nos collaborateurs sont dispersés, mais sont dans la même ville, ne venez pas au bureau. Et donc grâce à un outil qui s'appelle My Manager, qui est un outil de créativité où on peut faire de la coédition, etc., on a conçu pendant cette phase-là un ensemble de produits auxquels, c'est vrai, c'est pas que ça vient de nulle part, non. On y avait réfléchi, on y avait pensé, mais là, ça a été un élément d'accélération parce que du coup, le temps stratégique, il s'est allongé. Autant nous tous, nous avons des agendas chargés et on est tout le temps dans un avion, dans une conférence, dans un pays, etc. Mais là, on est à la maison, donc bon, une fois qu'on a vu la liste des films qui nous intéressent sur Netflix, après, c'est so what, on fait quoi? Et là, effectivement, le temps stratégique, on a renoué avec le temps stratégique. Pour dire, comme on n'est pas dans le delivery, au moins, passons plus de temps à imaginer de nouveaux produits. Et on a créé de nouveaux produits. Par exemple, nous, dans notre métier, aujourd'hui, on a créé toute une collection de produits qui sont des formations à distance, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Et on a testé d'abord à travers des webinaires et compte tenu de l'engouement, on a commencé à les commercialiser. Voilà quelque chose de très concret, pratique. Deuxième élément, on a eu à construire, on est en train de préparer, de finaliser un ouvrage qui sera publié donc bientôt, mais qui a été co-construit sur en fait comment aujourd'hui développer donc son business development sur le continent. C'est un sujet important, à la fois pour les entrepreneurs marocains qui veulent aller sur les pays de la sous-région, mais également par rapport à des entrepreneurs d'Europe, à la fois du Sud comme du Nord, qui s'intéressent au continent, qui souvent veulent avoir une base au Maroc avant de se déployer sur le. Voilà très pratiquement des choses concrètes. Et voilà, on recommence lundi, donc par le même dispositif, et informer donc toute l'équipe et l'équipe de logistique de venir désinfecter les bureaux, tailler les jardins, etc. Et puis mettre toutes les dispositions en termes de sécurité, visière, etc., pour que nous ayons tous les outils qui permettent que les uns et les autres travaillent de manière, je dirais, sereine, en sécurité, je dirais, sur le lieu de travail. Donc, c'est pour dire que c'est des outils finalement très simples, mais qui sont de la communication, qui sont de la confiance, qui sont de la transparence, qui sont de la compassion, parce que pendant ce temps-là, vous ne facturez pas pendant 3 mois, vous faites comment? Certains ont décidé de se départir de leurs collaborateurs parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Bon, on a dû aller chercher dans les bas de laine pour pouvoir faire en sorte que les gens aient malgré tout leur salaire. Donc, je crois que c'est extrêmement important de tenir aussi cette ambiance et ce ciment organisationnel parce que ces moments également de difficulté sont des moments qui créent la colle et qui cimentent l'esprit organisationnel. Et je crois que parce que ça crée des repères, je dirais, qui sont partagés. Et la cohésion. Donc, cohésion. Merci pour cette contribution. On voit bien qu'il y a des solutions, elles existent, il faut les connaître et s'en saisir. L'agilité. Je crois que c'est ça la conclusion de ce que tu viens de dire, Alioune Gueye. On arrive à la fin de cette session d'échange qui était très riche. Je voudrais rapidement peut-être donner l'opportunité à Hélène de nous donner ton mot de fin. Et on t'écoute. Et ensuite, Alioune Camara. Ça va être agilité, innovation, créativité, mais je crois que c'est des mots qui correspondent parfaitement au continent africain, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Dans notre ADN, on le voit, hein, ils sont très innovants, nos entrepreneurs africains. Oui, moi je dirais retour concret aux valeurs. C'est ce que nous a vraiment enseigné cette crise. Retournons aux valeurs, mettons-les, implémentons-les véritablement, sans se détourner.
Et la suite suivra, en fait. Les outils viendront. Il y en a en fait une multitude. Et il faudra après, ce sera beaucoup plus simple de choisir quand on aura effectivement le cap qui sera focalisé sur les valeurs et leur implémentation. Et de toute façon, les employés attendent les employeurs au tournant sur cette question. Donc, je pense que là, il n'y a plus le choix. Merci beaucoup. Gilles Laconi nous dit leadership clairement et innovation. Bravo, pas de questions supplémentaires. Merci à tous. On a eu un échange qui était vraiment très dense, vraiment très riche. Je pense que c'est plus clair. On est un peu plus rassuré lorsqu'on est face à cette situation qui est quand même inédite. Donc, merci à vous pour vos contributions. On retiendra également l'engagement, la capacité à pouvoir s'engager vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis aussi de ses clients dans cette phase de crise, privilégier les communications qui ont du sens, très important, rester présent, ne pas disparaître. C'est aussi la nécessité de pouvoir s'ajuster dans la communication en ayant le bon ton, le bon message au bon moment et via le bon canal, être proche des gens, rester proche des valeurs et aller plus que dans les mots, les mettre en application et les partager et les diffuser. Je pense que, pour ma part, l'authenticité sera aussi l'un des maîtres mots de cette crise-là. Restons authentiques et soyons plus que jamais humains et sensibles à ce qui se passe. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne et ça, je pense que communiquer, c'est d'abord l'intégrer. Donc, merci infiniment. Merci à toutes les équipes d'African Communication Week. Je rappelle que cette session a été organisée avec Global Mind sur les défis de la communication pour les acteurs de la com, mais aussi de l'information en temps de crise, et que nous aurons l'opportunité de nous retrouver l'année prochaine. L'année dernière, nous étions en format physique, un petit peu partout en Afrique, donc j'en profite pour saluer tous les membres de l'African Communication Week qui sont dans les 4 coins du globe, et de remercier naturellement les équipes de Global Mind qui ont contribué à organiser cette session. Merci infiniment, on continue à vous suivre. Et puis, n'hésitez pas naturellement à poser vos questions, à vous rapprocher de ces experts que sont Hélène Guinaudot du Monde Afrique, Alioune Camara de Ndeleo, Alioune Gay d'Afrique Challenge, du groupe Afrique Challenge. C'est aussi l'Afrique qui ose. On n'hésitera pas à vous solliciter sur vos réseaux respectifs. Merci infiniment. Merci.